Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Bon, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment pouvoir vous donner les informations les plus importantes que vous devez savoir avant de vous lancer dans un projet d'installation de panneaux solaires. Pour commencer, je vais peut-être me présenter. Donc, moi, je suis Jérémy Chaussat, je suis responsable commercial chez Insolmi Trust depuis quasiment 4 ans maintenant. Mon rôle au quotidien, ça va être vraiment d'accompagner les gens dans leur projet d'installation de panneaux solaires. Ça va commencer par l'étude de ce projet, à savoir où est-ce qu'on va mettre les panneaux, quelle production on pourrait tirer de ces panneaux suivant où on les place, à savoir quelle puissance on installe, quelles économies vont être générées ensuite, quelle est l'autonomie que vous allez pouvoir atteindre, et puis ensuite trouver l'installateur qui fera la meilleure offre pour ce projet-là, sachant que le contrat se passe avec nous, mais qu'après on travaille avec des installateurs locaux. L'idée étant de faire travailler justement des entreprises locales, mais de les sélectionner très rigoureusement. On a aujourd'hui moins de 10% des installateurs qui passent nos tests de sélection. Voilà pour la petite présentation. Sur ce qui va nous intéresser aujourd'hui, je voulais vous faire déjà une petite présentation d'Insolmi Trust plus globalement. Donc notre rôle, je viens de vous le décrire. On fait ça depuis maintenant 2015. Donc ça fait plusieurs années que notre entreprise a été créée par Nicolas et David, qui sont partis d'un constat assez simple, c'est qu'il y avait assez peu d'installations solaires en France chez les particuliers. La grosse problématique, c'est qu'il y avait très peu d'informations qualitatives sur le sujet. Donc, c'était très difficile de se renseigner, de savoir qui disait vrai, qui disait faux. Et ensuite, deuxième partie, c'était trouver un installateur sérieux. Malheureusement, il y avait énormément d'arnaques et ça continue aujourd'hui. Donc, ils ont créé cette entité pour répondre à ces deux problématiques. On a aujourd'hui un site internet avec énormément de contenu qu'on essaye de rendre le plus accessible possible pour tout un chacun. Là, entre 2020 et 2021, on peut voir d'ailleurs que notre site a accueilli quasiment 1 800 000 personnes. Donc, on est très, très fiers de ce chiffre-là. Ça veut dire que les gens sont intéressés par ce qu'on publie et que ça leur permet d'y voir beaucoup plus clair avant de se lancer. Et deuxième chose, on a recruté après plusieurs installateurs pour couvrir quasiment l'intégralité du territoire français aujourd'hui, ce qui fait qu'on a près de 5500 installations qui ont été réalisées, alors à la fois en France, mais aussi dans d'autres pays. On est implanté depuis maintenant quasiment, il y a une autre entité qui s'appelait Otovo, qui a fusionné avec nous, qui a été créée plus ou moins en même temps en 2015 en Scandinavie, donc Norvège et Suède. On a fusionné avec eux parce qu'on faisait la même chose dans des pays différents et on s'est dit autant allier nos forces pour aller plus loin ensemble. On est aujourd'hui présent aussi en Espagne, en Italie et en Pologne. Et on fait exactement la même démarche dans ces pays-là en accompagnant les particuliers dans ce projet, dans leur projet d'installation de panneaux solaires. Dernier petit point aussi, c'est qu'on a noué des partenariats avec plus de 80 collectivités territoriales. Donc ça va aller de communautés de communes à des départements entiers, pour lesquels on a créé des plateformes qui permettent aux gens d'aller se renseigner également sur les panneaux solaires, faire des simulations, et puis ensuite être mis en relation avec nous pour qu'on puisse finaliser le chiffrage qui leur convient le mieux par rapport à leurs besoins. Voilà pour la petite présentation d'Insolmi Trust. Maintenant, le programme de ce matin, ce que je voulais vous proposer, c'était de commencer par une présentation qui dure généralement entre 30 et 35 minutes. On va essayer de couvrir les points principaux qui vous intéresseraient pour une installation de panneaux solaires. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail, on va commencer par parler du prix de l'électricité qui ne cesse d'augmenter et c'est ce qui pousse beaucoup de Français aujourd'hui à installer des panneaux en autoconsommation pour justement arrêter de subir ces augmentations. On regardera après plus globalement qu'est-ce qu'une installation solaire, comment ça fonctionne en autoconsommation, quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans le détail technique, à savoir quels sont les points qu'on va regarder techniquement avant de faire une installation. On va aussi regarder quelle est la puissance qui serait adaptée à vos besoins et on regardera des cas concrets ensuite de personnes qu'on a installées pour voir chez elles comment on a dimensionné justement ces installations. Et on terminera par une question qui revient assez régulièrement, c'est la question de l'autonomie. Et savoir est-ce qu'un jour on pourrait être totalement autonome avec une installation de panneaux solaires. Voilà, pendant toute cette présentation, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat que vous avez sur la droite de votre écran. Soit mon collègue Florian, soit moi, j'essaierai de vous apporter la réponse la plus précise possible. Et puis, si nécessaire, on se gardera une dizaine de minutes à la fin de la présentation pour approfondir des sujets qui vous intéresseraient. Voilà, et bien, je vous propose
de commencer de suite avec justement l'augmentation du prix de l'électricité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a 2 mois maintenant, au mois de février, il y a eu une augmentation, une nouvelle fois du prix d'électricité de près de 1,3%. Alors, c'est une augmentation qui ne paraît pas très importante, mais ça se fait très souvent comme cela, à savoir qu'il y a plusieurs augmentations dans une même année, à chaque fois entre 1 et 2%. Donc, ça paraît des augmentations pas très importantes. Et puis, en fait, mis bout à bout, ça devient assez conséquent. Si on regarde sur 10 ans, le prix de l'électricité a augmenté de 50%. Là, on se rend compte déjà que c'est très important. Et en plus de ça, si on regarde sur une période un peu plus courte, sur les 2 dernières années, particulièrement 2019-2020, on a eu une augmentation de près de 10% du prix de l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? D'une part, que l'électricité ne cesse d'augmenter. Deuxièmement, qu'elle le fait de plus en plus vite. Il y a pas mal de raisons qui expliquent ça et qui tentent à prouver que ça va continuer sur cette dynamique-là. C'est principalement que EDF a d'énormes difficultés financières. EDF étant le principal producteur d'énergie électrique en France, nécessairement, ces difficultés sont répercutées sur le prix de l'électricité. Pour n'en citer que quelques-unes, la première, dont on entend parler assez régulièrement, c'est qu'on a fait le choix de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. C'est des travaux qui sont assez importants, qui vont prolonger leur durée de vie entre 20 et 30 ans, suivant les sites. Cependant, l'argent qui avait été provisionné pour cette opération, qui s'appelle le grand carénage, cette enveloppe est largement insuffisante. Du coup, la différence, il va falloir la payer et il y a de grandes chances pour que ça se fasse sur le prix de l'électricité. Un deuxième autre projet qui est même un peu plus médiatique, c'est l'EPR de Flamanville et éventuellement la construction de nouveaux EPR qui sont annoncés. Donc les EPR, c'est quoi? C'est des réacteurs nucléaires nouvelle génération qui auraient des avantages d'un point de vue production notamment. Néanmoins, le premier qui devait entrer en fonctionnement à Flamanville, justement, ne l'est toujours pas. Il a déjà coûté 4 fois le prix qui avait été initialement prévu. Et on ne sait pas exactement où ça va s'arrêter. Donc, pour toutes ces raisons, il y a de grandes chances pour que le prix de l'électricité continue d'augmenter. C'est d'ailleurs des recommandations que font la Cour des comptes très régulièrement. C'est de continuer justement à augmenter l'électricité qui est aujourd'hui pas assez cher, entre guillemets, pour financer l'intégralité de ces travaux. Voilà, donc face à ces situations, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'installer des panneaux solaires pour produire maintenant votre propre énergie. Et puis, une fois que le système est sur votre toit, cette énergie, elle est gratuite. Donc, vous pouvez en bénéficier très facilement. Et c'est ça qu'on va regarder par la suite. Alors, on va commencer par pour regarder un petit peu de quoi est composée justement une installation de panneaux solaires. Premièrement, élément principal, le panneau solaire lui-même, qu'on va appeler panneau photovoltaïque, parce qu'il va transformer de la lumière en électricité. Alors, de quoi il est composé? Il va être composé principalement de silicium. Le silicium, c'est un élément qui est issu du sable, donc c'est très abondant au niveau de l'ensemble de la peau terrestre. Nous, on va choisir des panneaux en silicium monocristallin. Le monocristallin, c'est une technologie qui va permettre d'avoir des rendements un peu plus importants que le polycristallin, qui est l'autre technologie au silicium. Et c'est pour cette raison qu'on a fait ce choix chez Insentrust, d'avoir uniquement des panneaux monocristallins pour aller chercher une production un peu plus importante. Au niveau des détails techniques, un panneau solaire, ça mesure à peu près 1 mètre par 1,70 m. C'est des tailles qui sont assez standardisées suivant les marques, et donc composé principalement de silicium. Ce panneau, il va aller sur votre toiture et avec la lumière, comme je le disais, il va la transformer en énergie électrique et plus précisément en courant continu. Or, vous le savez peut-être déjà, tous nos appareils, que ce soit notre machine à laver, notre téléviseur, notre ordinateur, fonctionnent sur du courant alternatif. Donc ce courant continu, il va falloir le transformer en courant alternatif. Et c'est là qu'il y a le deuxième élément important qui arrive, c'est ce qu'on appelle l'onduleur. Ça va être sa fonction de transformer le courant continu en alternatif. Il va y avoir 2 grands types d'onduleurs. Il va y avoir les onduleurs de chaîne, c'est ce que vous voyez à l'image.
C'est-à-dire qu'il y a un seul onduleur qui est assez important par rapport au deuxième type d'onduleur en termes de taille, et un seul onduleur pour l'ensemble de l'installation. La deuxième possibilité, c'est les micro-onduleurs. Donc là, on a des éléments qui sont beaucoup plus petits et qui vont être placés sous les panneaux, et il va y avoir un onduleur par panneau. Il y a des différences entre les deux. Il y a pas mal d'avantages à choisir des micro-onduleurs. C'est pour cela qu'on propose maintenant quasi exclusivement des micro-onduleurs. Pour vous en donner quelques-uns, le premier, c'est que vu que vous allez isoler la production de chacun des panneaux avec un onduleur, si jamais il y a un panneau qui était affecté par un ombrage, par exemple, donc ça peut arriver sur n'importe quel type de toiture, hein, il suffit qu'on ait une cheminée, par exemple, qui provoque de l'ombrage à un moment donné de la journée sur un des panneaux, eh bien, ce panneau-là fonctionnerait un petit peu moins au moment où il est ombragé, mais ça n'affecterait pas du tout le reste des panneaux qui, eux, continueraient à fonctionner à 100%. Si on n'avait qu'un seul onduleur, eh bien, un ombrage sur un panneau affecterait l'ensemble de l'installation. C'est un des avantages. Le deuxième, c'est que ça a une durée de vie beaucoup plus longue. Un onduleur de chaîne, c'est à peu près une dizaine d'années de durée de vie, donc il faut prévoir de le changer à peu près tous les 10 ans. Un micro-onduleur, les fabricants annoncent près de 50 ans de durée de vie et ils sont prêts à les garantir 25 ans. Donc, on estime que ça va aller au moins jusqu'à 40 ans sans aucun problème. Et c'est à peu près aussi la durée de vie qu'on estime pour les panneaux. Parce qu'il y a des panneaux qui ont déjà cet âge-là en Europe et qui continuent à produire de manière très importante. Donc voilà, on part sur le principe qu'une installation solaire pourra durer 40 ans sans problème. C'est juste qu'au bout d'un moment, il sera peut-être intéressant de changer vos panneaux pour passer sur des technologies nouvelles. Et donc des panneaux qui auraient un rendement éventuellement un peu plus important. Donc voilà, on a vu panneaux photovoltaïques onduleurs. Après, on a quelques éléments pratiques aussi. Le premier, ça va être la structure de montage. Donc ça va être des rails, comme vous le voyez à l'écran, qu'on va venir poser par-dessus les éléments de couverture de votre toiture. Donc par-dessus vos tuiles, par-dessus vos ardoises ou autres. C'est ce qu'on appelle de l'intégration en surimposition. Et non pas de l'intégration au bâti, où là, on retirait les tuiles, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à une époque, on retirait les tuiles, on mettait les panneaux à la place. Ça a pas mal d'effets néfastes pour l'installation. La première, c'est que les panneaux ont tendance à chauffer et la production en est affectée. Deuxièmement, c'est que si ce n'est pas extrêmement bien fait, il peut y avoir des problèmes d'infiltration. On ne propose pas ce type de solution chez InSemiTrust. On va vraiment privilégier l'installation en surimposition par-dessus vos éléments de couverture. Comme ça, vos tuiles ou vos ardoises ou autres continuent d'assurer l'étanchéité et vos panneaux solaires viennent par-dessus produire de l'électricité. En plus de ça, ils seront ventilés, ce qui fera qu'ils vont beaucoup moins chauffer par la suite. Donc, structure de montage. Après, on va avoir tout ce qui est coffret de protection à côté de votre tableau électrique. Donc, les panneaux vont être reliés soit à des micro-onduleurs, soit à un seul onduleur, et ensuite vont être accordés au niveau de votre tableau électrique. Et c'est là qu'on va placer un coffret de protection qui va notamment inclure un parafoudre si jamais la foudre venait à tomber sur votre toiture. Et enfin, la dernière chose, ça va être le système de câblage qui va relier tous ces éléments. Voilà pour la présentation globale des éléments principaux que compose une installation de panneaux solaires. Après, comment ça fonctionne? Donc, je vous disais, vos panneaux, votre onduleur sont reliés sur votre tableau électrique. Et une fois que c'est relié à votre tableau électrique, ça va alimenter en priorité les appareils de votre maison. Donc, l'intérêt, quand on a une installation de panneaux solaires en autoconsommation, ça va être de déclencher au maximum ces appareils sur la journée. Donc, ça va être, par exemple, programmer sa machine à laver en journée, programmer son chauffe-eau sur la journée et non plus la nuit, comme c'est souvent le cas. Comme ça, vous allez pouvoir consommer l'énergie produite par vos panneaux. Toute cette énergie-là, vous n'allez plus la payer à votre fournisseur d'énergie. Et donc, ça va mécaniquement réduire votre facture. C'est tout l'intérêt de l'autoconsommation. En plus de ça, vous avez une énergie qui est verte, avec la production qui est issue du soleil. Et deuxième chose, c'est une énergie qui est locale, parce que quelque chose dont on n'est pas forcément conscient, c'est que quand on a une production d'énergie qui est lointaine par rapport à notre habitation où on consomme l'énergie, il y a énormément de pertes en ligne. Quand vous avez une centrale nucléaire qui a des dizaines, voire des centaines de kilomètres de chez vous, le temps que l'électricité arrive chez vous et qu'elle traverse tout le réseau, eh ben, il y a énormément de pertes. Là, quand vous produisez au-dessus de votre toiture que vous consommez en dessous, la perte, elle est quasiment nulle. Donc, c'est un autre très gros intérêt de la production d'énergie locale. Deuxième étape, ça va être la vente de surplus. Alors ça, c'est quoi? C'est quand vous produisez plus que ce dont vous avez besoin.
Je vous donne un exemple. En été, vous avez programmé votre chauffe-eau, il a fini de chauffer. Vous avez programmé votre lave-vaisselle, il a terminé son cycle. Pour autant, il y a toujours du soleil, la production est toujours très importante. Et ben, l'énergie qui est produite à ce moment-là, elle ne va pas être perdue. Elle va aller toute seule sur le réseau. En fait, ça va vraiment fonctionner comme un trop-plein, c'est-à-dire que ça va alimenter votre maison et s'il n'y a plus de besoin, bam, ça repart sur le réseau avec la ligne électrique qui arrive déjà chez vous. Et ça, c'est pas perdu, vous allez le revendre à EDF Obligation d'achat qui est lui-même obligé par l'État à vous le racheter. Et donc, c'est une deuxième source de revenus en plus des économies que vous allez réaliser sur votre facture. Dernier élément pour finir de compléter tout ça, ça va être le moment où, au contraire, vous avez besoin d'aller chercher de l'énergie sur le réseau parce que la production de vos panneaux solaires ne suffit pas, notamment la nuit, il n'y a plus de production. Nécessairement, vous avez besoin peut-être de vous éclairer, éventuellement de vous chauffer. Et bien, dans ce cas-là, le réseau vient prendre le relais, exactement comme c'est le cas aujourd'hui sans panneaux solaires, et alimente vos appareils. Et cette partie-là, vous continuez à la payer à votre fournisseur d'énergie. Il n'y a absolument pas de problème de coupure ou de je choisis d'être que sur les panneaux ou que sur le réseau. Tout se fait automatiquement. Ça prend en priorité sur les panneaux et s'il y a besoin, ça va compléter avec le réseau. Voilà le fonctionnement global de l'autoconsommation avec la vente de surplus. Maintenant, parlons des aides. La très très bonne nouvelle, c'est que ces aides, contrairement à d'autres aides qui peuvent être délivrées pour d'autres types de travaux, celles-ci, elles sont délivrées sans condition de ressources. Donc, vous pouvez tous en bénéficier. Je vous donne là la première partie des aides. La première partie, ça va être une prime qui est versée en fonction de la puissance de l'installation. On vous a mis l'exemple des 3 puissances qu'on installe le plus, qui sont des puissances de 3 kW, 6 kW, 9 kW. Et les primes correspondantes pour chacune de ces puissances sont de 1 140 €, 1 680 € et 2 520 €. On va regarder ensuite les deux autres types d'aides dont vous pouvez bénéficier. La première, ça va être le tarif d'achat du surplus. Donc, je vous disais, vous produisez plus que ce dont vous avez besoin, et bien ça part sur le réseau et c'est revendu. Ce qui va nous concerner, ça va être plutôt là le tarif de rachat à 10 centimes pour les installations de maximum 9 kW. Chez les particuliers, on va éviter d'aller au-delà. Donc la deuxième ligne nous concerne un peu moins ici. Et enfin, le troisième type d'aide dont vous pouvez bénéficier, ça va être sur les installations de maximum 3 kW, pour lesquelles il y a une TVA qui est réduite à 10% au lieu de 20%. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va simplement éviter de faire des installations qui sont juste au-dessus de 3 kW. Par exemple, un 3,5 kW, on va l'éviter parce que là, vous allez passer sur une TVA à 20% pour assez peu de puissance en plus de 3 kW. Donc, vous allez payer cher par rapport à la puissance de l'installation. Donc, soit on va s'arrêter à 3, soit après, on va essayer plutôt d'aller à 5-6 kW, où là, il y a des économies d'échelle qui se font. Et en fait, le fait qu'on soit sur une TVA à 20%, est largement compensé par ces économies d'échelle. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Je vais essayer d'apporter des réponses complémentaires, vu qu'on a fait fini sur les aides. Première question, en cas de coupure EDF, possible de continuer à être alimenté? Alors, très bonne question. Pour le moment, non. C'est-à-dire que les onduleurs, quand il y a une coupure EDF, ils vont eux aussi se couper, tout simplement parce qu'il ne faudrait pas qu'on réinjecte de l'électricité sur le réseau pendant que des techniciens, notamment un technicien d'Enedis qui gère la plupart du réseau en France, interviennent tout simplement sur le réseau. Donc, pourquoi je dis maintenant? Parce que dans les faits, il y a des solutions techniques qui existent, qui permettent justement de fonctionner même quand le réseau lui-même ne fonctionne plus. Mais c'est des systèmes qui sont conçus à la base pour des installations qui n'ont justement pas accès au réseau. C'est ce qu'on appelle les sites isolés. Ça va être des chalets en montagne, des maisons parfois dans la campagne, il y a des endroits qui sont très isolés et où le réseau n'est pas accessible. Ces systèmes-là coûtent extrêmement cher. C'est-à-dire que pour une même puissance, vous allez devoir payer 2 voire 3 fois plus cher qu'une installation classique. Donc, pour prendre le relais sur certaines coupures dans l'année, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Néanmoins, à l'avenir, il y a notamment une marque d'onduleurs qui s'appelle Enphase, qui est en train de développer des micro-onduleurs qui devraient pouvoir prendre le relais en cas de coupure. Ce n'est même pas qu'ils devraient, qu'ils vont prendre le relais en cas de coupure. Dès qu'ils seront disponibles, on a prévu chez Solutrust de les proposer.
Néanmoins, je suis incapable de vous donner le prix pour l'instant. On a eu notamment une entrevue avec la marque en face il y a peu de temps et ils n'avaient pas encore les prix publics disponibles pour ce type de matériel. Néanmoins, ce sera très probablement plus cher quand même qu'une installation classique, mais avec cet avantage de pouvoir prendre le relais en cas de coupure du réseau. Je vois qu'il y avait une deuxième question via les panneaux. Sécurité sur le réseau EDF, de voir arriver de l'énergie de la part de particuliers. Alors, c'est un peu ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, on ne pourrait pas délester l'électricité de manière sauvage sur le réseau, que ce soit Enedis ou ailleurs. Donc, en fait, pour chaque installation, une des démarches qu'on va faire, nous, chez Insolution Trust, qui est comprise dans nos offres, c'est qu'on va faire une demande de raccordement. Donc, on va aller voir soit Enedis sur la plupart des territoires, soit une entreprise locale de distribution. Quand c'est le cas, pour leur dire, voilà, à telle adresse, on va installer telle puissance en autoconsommation avec vente de surplus, ce qui veut dire qu'il va y avoir une sortie d'électricité sur le réseau à cet endroit-là. Et avec cette autorisation, ça permet au gestionnaire du réseau de savoir exactement où sont les points d'injection sur son réseau. Donc, d'un point de vue sécurité, c'est tout à fait pris en compte. J'espère avoir répondu à cette question. Ensuite, on avait possibilité de mettre un sectionneur isolant externe du tableau interne. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris cette question. C'est ce que j'ai pour mon groupe électrogène. Ah oui, je pense que vous vouliez dire un sectionneur qui permettrait de fonctionner si jamais il y avait une coupure EDF, car ce serait dommage d'avoir du soleil, une coupure EDF et pas possible d'utiliser l'énergie produite au sein de la maison. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que pour l'instant, ce procédé n'existe pas. Il faut vraiment qu'on puisse avoir un onduleur hybride. C'est justement l'onduleur qui va pouvoir fonctionner hors réseau. Sinon, l'onduleur a besoin du réseau pour se lancer. Et c'est avec la nouvelle génération, notamment des micro-onduleurs en phase, qu'on va pouvoir le faire à un prix qui reste acceptable normalement. Aujourd'hui, ce serait possible avec des onduleurs hybrides faits pour les sites isolés. Mais comme je vous le disais, c'est quelque chose qui coûte vraiment très cher et qu'on ne propose pas du coup pour l'instant chez Insolution Trust, parce que ce n'est pas adapté forcément aux particuliers. Alors oui, je sais qu'il y a des sectionneurs qui existent pour d'autres types de pardon, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, pour d'autres types de producteurs comme un groupe électrogène, avec les panneaux, ça ne fonctionnera pas. On sera obligé d'avoir vraiment un onduleur hybride, même des batteries pour pouvoir lancer l'onduleur en cas de coupure de réseau. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand le réseau coupe, l'onduleur se coupe et c'est là où après il va s'activer automatiquement en mode hors réseau. Et il faut qu'il y ait une batterie pour pouvoir relancer l'onduleur qui lui va comprendre qu'il est hors réseau et faire fonctionner uniquement pour les besoins de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi brider la production si jamais il y en avait trop par rapport à vos besoins, parce qu'il n'y aurait plus le délestage possible sur le réseau. Voilà, j'espère que j'ai été complet, c'est une notion un peu technique. J'espère que j'ai été clair en tout cas. Alors, sur les aides, on avait terminé. Non, on n'avait pas terminé en fait, je ne vous ai pas dit comment on pouvait en bénéficier. Alors, première chose, je vous ai pas de conditions de ressources, ça c'est bien, tout le monde peut en bénéficier. Il suffit de remplir quelques critères qui sont les suivants. Le premier, être en autoconsommation avec vente de surplus. Deuxième critère, faire appel à un installateur RGE. Alors, il faut savoir, c'est quoi déjà un installateur RGE? C'est un installateur qui est labellisé par l'État comme reconnu garant de l'environnement. Ce sont les initiales de RGE. Il faut savoir que ce label, il est très controversé parce qu'il n'est pas forcément synonyme de qualité. Chez Insolution Trust, on a uniquement des installateurs RGE, mais comme je vous le disais en introduction, on n'a gardé que 10% des gens qu'on a audités. Donc, ça veut dire que 90% qu'on n'a pas retenu étaient des installateurs RGE, mais ne remplissaient pas nos critères de qualité. Donc voilà, en tout cas, en passant par nous, il n'y a aucun problème, vous aurez ce critère-là de rempli. Troisième critère, il faut que votre centrale solaire soit parallèle à votre toiture, ou alors soit installée sur une toiture plate, ou après il y a quelques exceptions, typiquement on a des installations sur ombrière ou sur pergola. Et enfin, dernier élément, il faut avoir un compteur électronique. Alors, soit un compteur Linky quand on est sur le réseau Enedis. S'il n'est pas installé déjà chez vous, il sera installé à ce moment-là.
c'est quelque chose qui est gratuit. La seule chose qui restera à payer, que vous ayez ou non le compteur, c'est une petite somme de 49 € qui permet d'activer justement le comptage du surplus sur le réseau. Si vous n'êtes pas sur le réseau Enedis et que vous êtes sur ce qu'on appelle une ELD, une entreprise locale de distribution, dans ce cas-là, il y aura un devis qui sera fait au cas par cas pour avoir généralement un deuxième compteur qui est installé. Et il faut savoir que ça, c'est des coûts qui sont un peu plus importants, généralement entre 600 et 1000 € suivant les ELD, suivant la configuration de votre installation électrique. Là, j'en ai fini avec les aides. Alors, je reviens sur les questions. Analysez-vous le taux de contentieux des installateurs sélectionnés? Oui. En fait, on va demander un relevé de sinistralité pour s'assurer de cela. Enfin, ça c'est fait un des critères qu'en fait, on va vérifier, le taux de sinistralité. Ensuite, on va aller faire des enquêtes clients. Donc, on va aller interroger des clients qui ont été installés depuis plus d'1 an, voire plusieurs années, dès que c'est possible, parce que c'est là qu'on se rend compte en fait de la qualité d'un installateur. C'est savoir est-ce que la production est au rendez-vous, comment se comporte l'installation après plusieurs années. C'est vraiment là qu'on va faire un tri énorme parmi les installateurs. Vérification des assurances valides et conformes à l'activité, bien entendu, et ça c'est quelque chose qu'on fait même chaque année. On demande avant de renvoyer les chantiers à un installateur, on lui demande bien entendu qu'il nous envoie son attestation d'assurance pour qu'on puisse vérifier à la fois qu'elle soit à jour, et deuxième chose, que ce soit pas une assurance qu'on appelle low cost, parce qu'en fait il y a des assurances qui se développent dans le milieu du bâtiment en particulier, qui sont moins chères, mais qui sont très fragiles, notamment parce qu'elles ne cotisent pas à un fonds européen un fonds européen d'assurance qui prendrait le relais en cas de défaut de l'assurance. Nous, on refuse les installateurs qui utilisent ce type d'assurance pour vous garantir une sérénité totale, à savoir que si même son assurance arrivait à faire défaut, vous seriez pris en charge par ce fonds européen. Voilà. Je reviens donc sur la présentation et sur la faisabilité technique sur laquelle on va s'intéresser maintenant. Première chose qu'on va regarder, 4 points de vigilance. Le premier, ça va être que vous n'êtes pas dans une zone protégée ou près d'un bâtiment classé. Ça, c'est malheureusement un des facteurs qui nous empêche de faire un bon nombre d'installations en France. Tout simplement parce que les règles d'urbanisme soit interdisent les panneaux solaires, soit imposent de l'intégration au bâti. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le type d'intégration où on retire les éléments de couverture, on met les panneaux à la place. Ça, on a décidé de ne plus le faire chez Insolution Trust. Soit impose parfois même des règles tout à fait aberrantes, à savoir, en fait, il faudrait mettre sur le pan nord, ou alors il faudrait mettre que 2 panneaux parce qu'il ne faut pas que ça couvre plus de 20% de votre toiture, ce genre de choses, ce qui nous amène souvent à l'abandon des projets. Voilà, c'est la première chose qu'il faut regarder, c'est si je suis dans une zone protégée, si je suis près d'un bâtiment classé, me renseigner auprès de la mairie pour savoir si éventuellement le PLU est clair sur ce que je peux faire ou non, et sinon contacter directement les architectes des bâtiments de France pour qu'ils nous donnent leurs contraintes et voir est-ce qu'on peut faire un projet ou non. Deuxième chose, poser un compteur Linky, ce que je disais précédemment. Troisième chose, si c'est pas si vous n'êtes pas sur le réseau Enedis, mais sur une ELD, il va falloir faire une demande de raccordement et il y aura un coût de raccordement supplémentaire. Quatrième chose, nature des éléments de couverture. En effet, on ne va pas pouvoir poser sur tous les éléments de couverture possibles. Par exemple, ce qu'on va faire déjà pour commencer, ça va être quasiment tous les types de tuiles, que ce soit mécanique, béton, etc., sans problème, de l'ardoise, sans problème non plus, des tuiles plates, normalement, sauf si elles avaient des défauts, on pourrait installer dessus. En revanche, à court terme, pour des raisons d'assurance, on ne pose pas sur tôle ondulée, bac acier, zinc. On espère pouvoir débloquer ce petit souci assurantiel très rapidement. Et il y a des toitures, par contre, que je pense qu'on n'équipera pas, même à moyen terme, à savoir les toitures plates. Et après, pour des contraintes techniques, on ne va pas poser sur les tuiles cimentées, la chaume, les tuiles en bois, la lauze. La lauze, c'est les grosses pierres que vous pouvez voir, par exemple, dans les Pyrénées, les toitures végétalisées ou autres. Et enfin, le dernier point, c'est les toitures qui contiendraient de l'amiante. Donc, souvent, le fibrociment amianté, on ne pourra pas poser dessus.
Dernière chose, on ne fait pas non plus d'installation au sol. Il faut savoir que les installations au sol ne permettent pas de bénéficier des aides de l'État, ni de la prime, ni de la vente de surplus. Vous pouvez uniquement faire l'autoconsommation totale. Et nous, on a fait le choix chez Insoluble Trust de ne pas en proposer. Voilà pour la faisabilité. Si je passe maintenant, alors peut-être, petite question avant d'enchaîner, comment nettoyer les tuiles une fois recouvertes par les panneaux? En fait, vos tuiles vont être, comme vous le dites, recouvertes par les panneaux et nécessairement, il n'y aura plus de besoin de les nettoyer. Pour parler par contre du nettoyage des panneaux, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Il n'y a pas de très gros besoin là-dessus. N'allez surtout pas, parce qu'il y a des entreprises qui vont proposer ça, des nettoyages de panneaux en promettant des gains de production incroyables. C'est presque un nouveau type d'arnaque qu'on voit parmi les installateurs de panneaux solaires. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est un nettoyage au maximum une fois par an avec un coup de jet sur les panneaux. En fait, ce qu'il faut surtout enlever, c'est éventuellement si vous aviez des feuilles ou ce genre de choses qui pourraient créer des points d'ombre sur les panneaux. En dehors de ça, il y aura très peu de gains de production. Donc, on vous conseille voilà, un petit coup de jet une fois par an. Si la toiture est un peu plus accessible avec un balai télescopique, n'hésitez pas à passer un petit coup avec quelque chose surtout pas abrasif par contre. Mais globalement, la pluie fait très bien le travail. Il n'y a pas de nettoyage particulier à prévoir sur les panneaux solaires. On passe maintenant au dimensionnement. Donc, le dimensionnement, c'est quoi? C'est trouver la bonne puissance par rapport à vos besoins. Comment on va s'y prendre pour faire ça chez Insoluble Trust? Première chose, on va analyser votre production. Donc pour ça, on a créé un simulateur avec l'école d'ingénieurs des mines ParisTech et notre partenaire l'IGN pour la partie relief. Et en fait, qu'est-ce que fait ce simulateur? Il va regarder à une coordonnée GPS précise, donc votre toiture. Il va regarder quel est l'ensoleillement à cet endroit en moyenne dans l'année, avec des données notamment de Météo France. Il va regarder quels sont les potentiels ombrages qu'il pourrait y avoir dessus, donc les reliefs qui y aurait autour avec les données d'IGN, mais aussi des données en 3 dimensions, de l'IGN aussi, sur de la végétation qu'il y aurait autour, une maison voisine qui serait peut-être chez vous, peut-être un peu plus haute, ce genre de choses. Pour prendre tout ça en compte et pouvoir définir précisément à cet endroit quelle est la production suivant la puissance de panneaux solaires qu'on installe. Autre chose qu'on va prendre en compte aussi, ça va être l'orientation de votre toiture, son inclinaison, etc. Donc voilà, tous ces paramètres sont pris en compte pour avoir la production la plus précise possible, basée vraiment sur l'endroit où vous habitez. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire dans un deuxième temps? On va analyser votre consommation. Là, on va vous poser, via des formulaires, pas mal de questions sur quels sont les appareils électriques que vous avez, quelle est votre consommation à l'année, comment vous utilisez ces appareils électriques. Et ça va nous permettre, nous, de reproduire sur les 365 jours de l'année, heure par heure, quelle est la consommation que vous avez. On va regarder ça, donc ça va être vraiment différent d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre, et on va mettre en parallèle la production des panneaux solaires pour voir quand est-ce que les panneaux solaires vont pouvoir alimenter vos appareils, quand est-ce qu'au contraire vous allez avoir besoin d'aller chercher de l'électricité sur le réseau parce que les panneaux solaires ne suffisent pas, et puis quelle est la quantité de surplus que vous allez générer, à savoir quand il y a beaucoup de production, pas assez de consommation entre guillemets. Une fois qu'on a analysé cette consommation et cette production, on aboutit plus ou moins au graphique que vous avez ici, qui est une journée typique. Donc, ce que vous voyez apparaître en fond, les barres blanches, c'est vraiment la consommation de la personne. Et ce qu'on voit par-dessus, les courbes grises, bleues et mauves, ce sont les courbes de production. Qu'est-ce qu'on peut en conclure avec ce graphique? Si on commence par la petite courbe en gris, donc la courbe pour une installation de 1,5 kW crête, on se rend compte qu'elle va permettre de couvrir une partie de la consommation, donc vous allez faire des économies. Néanmoins, elle n'est peut-être pas suffisante parce qu'on a pas mal de consommation qui se situe au-dessus de cette courbe. Au contraire, si on regarde la courbe en mauve de 4,5 kW, là on voit qu'elle va dépasser assez souvent la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez du surplus et peut-être qu'elle est un peu trop importante par rapport à vos besoins. Néanmoins, ce n'est pas forcément un problème non plus. Ça veut dire que vous avez du surplus disponible et que par la suite, si vous ajoutez de la consommation, vous avez déjà de la production disponible. Et on pourrait aussi imaginer par la suite stocker cette énergie pour la réutiliser. On en parlera à la fin de cette présentation. Ce qui semble optimisé dans cette configuration-ci, c'est l'installation de 3 kW qui épouse au mieux la consommation que vous avez en journée. Donc, c'est la courbe en bleu. Voilà comment on essaye d'optimiser
le dimensionnement de vos installations, aussi en fonction de vos envies à l'avenir. On essaie d'anticiper ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, petite conclusion là-dessus, c'est pas quelque chose de simple, le dimensionnement de panneaux solaires. C'est pour ça qu'on a mis, nous, à disposition des études personnalisées qui sont gratuites. Donc, n'hésitez surtout pas à la suite même de cette présentation, eh bien, à faire une demande chez nous pour avoir une étude personnalisée, où justement, on va construire une étude basée sur votre manière de consommer et la production que vous pourriez avoir sur votre toiture. Je vois qu'il y a eu quelques questions. Et j'en profite pour y répondre avant de passer à la suite. J'ai un toit en bac acier et un autre plat avec membrane, du coup, il faut attendre. Oui, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas possible pour des problématiques assurantielles, comme je vous le disais. Pour la toiture bac acier, j'ai bon espoir que d'ici quelques mois, ce soit débloqué. Mais je ne peux pas vous donner un timing un peu plus précis, malheureusement. Ensuite, peut-il être intéressant d'investir dans un système plus important que pour sa production personnelle pour en faire la revente? Alors, oui, ça peut être intéressant, en particulier quand les puissances supérieures, quand il y a des offres particulièrement intéressantes sur des puissances supérieures, c'est ce que je voulais dire. Deuxième intérêt, c'est si jamais vous avez prévu d'acheter des consommateurs par la suite. Je ne sais pas, vous avez prévu d'acheter une voiture électrique et donc d'avoir une consommation plus importante, autant avoir déjà une capacité de production plus importante. Ou alors, ça permet aussi d'anticiper le stockage d'électricité par la suite. Et ça, je vous en parlerai juste après. Est-ce que la revente d'électricité pourrait financer l'investissement? En fait, ce qui va financer l'investissement, ça va être le total. Ça va être à la fois les économies que vous allez faire sur votre facture et la revente d'électricité. Pour vous donner un ordre d'idée, avec les études qu'on fait aujourd'hui, on est souvent sur une rentabilité sur une dizaine d'années. Bien sûr, tout dépend de l'augmentation du prix de l'électricité. Nous, on est assez conservateur dans nos études. On prévoit 3% d'augmentation par an, qui est le scénario de l'ADEME. Comme j'ai pu vous le montrer en début de présentation, ça va beaucoup plus vite que ça. Donc, il est très probable que ce soit beaucoup plus court qu'une dizaine d'années. Et enfin, vous me demandiez, pour des factures d'électricité de moins de 100 € par mois, est-il intéressant d'investir? Oui, moins 100 € par mois, ça veut dire que vous êtes globalement à 1 000 € par an. Oui, il y a tout intérêt à investir. Là où il n'y aurait pas d'intérêt, c'est par exemple une maison secondaire, où là, on ne vous conseillerait pas de faire de l'autoconsommation, mais plutôt de revendre l'intégralité, ce qui est une autre option, qui est un peu moins intéressante aujourd'hui que l'autoconsommation quand on est sur une résidence principale. Mais en dehors de ça, moins 100 € de facture, ça peut tout à fait avoir un intérêt. Forcément, on ne vous conseillera pas une très très grosse installation, parce que vous n'en aurez pas besoin. Mais on peut tout à fait vous faire un dimensionnement. Et si vous voulez en savoir plus, demandez-nous une étude, on sera ravis de vous la fournir. 3 kg, cela représente combien de panneaux? Comme en effet, mon collègue Florent vous l'indiquait, entre 8 et 10 panneaux. Ça va dépendre de la puissance unitaire de chacun des panneaux et la somme arrive à maximum 3 kW. Si on a un relevé personnalisé des consommations avec des mesures toutes les minutes sur un mois, été, un mois hiver, possible pour vous, c'est transmis à affiner de consommateur, mesure par pince ampère-métrique. Oui, plus vous avez de données, plus on arrivera à être précis justement dans la simulation heure par heure que je vous présentais tout à l'heure. Tout à fait. Parfait. Et bien, écoutez, je vous propose de passer à la suite et de parler dans un premier temps du prix des installations. Donc, on vous a fait une carte des meilleures offres qu'on a réussi à négocier avec nos partenaires dans les différentes régions de France. À savoir que comment on fonctionne, je vais peut-être expliquer un petit peu là-dessus. En fait, on a des partenaires qu'on a sélectionnés qui nous donnent les coûts qu'ils appliquent pour différentes puissances. Et nous, notre rôle chez Insolution Trust, c'est pour chaque projet, en fonction de la configuration de votre maison, donc en fonction de sa hauteur, en fonction du type de couverture que vous avez, en fonction de si vous êtes en mono ou triphasé. Voilà, c'était les 3 critères principaux. Eh bien, on va regarder quel est l'installateur qui aurait les coûts les plus bas pour vous proposer justement l'installation la moins chère au final. Ça fait partie de notre valeur ajoutée, c'est qu'on va pouvoir comparer parmi les installateurs sélectionnés, donc les installateurs de qualité, et bien celui qui ferait les coûts les plus bas pour cette installation, pour pouvoir fournir le devis le plus compétitif possible. Donc, grosso modo, sur les 3 kg maintenant,
On est partout en France en dessous de 8 000 € pour une installation qui serait de plein pied, tuile classique monophasée. Si on regarde des puissances plus importantes, on est autour de 13 000 € pour 6 kg et 17 500 pour 9 kg. Après, si vous le souhaitez en savoir plus et savoir exactement chez vous quelle est la meilleure offre qu'on puisse avoir, je vous invite également à nous contacter pour une étude et un chiffrage. Encore une fois, c'est gratuit. Voilà pour les prix. Maintenant, un cas concret. Alors, je vais passer assez vite quand même parce que le temps défile et on a quand même couvert pas mal de choses, donc je pense que c'est assez clair pour vous, mais là, on va essayer de le rendre concret. Donc ça, c'est une installation qu'on a fait à Albi dans le Tarn avec une orientation sud-ouest. Cette personne avait des consommateurs assez classiques en termes d'électroménager, machine à laver, frigidaire, congélateur, four, plaque de cuisson. Et pour son eau chaude, elle avait un ballon thermodynamique. Par rapport à sa consommation, on lui a conseillé une puissance de 3 kW en termes d'installation de panneaux solaires, qui lui permettent de produire sur l'année quasiment 3500 kWh. Qu'est-ce que ça donne en termes d'études de consommation? Pardon, elle avait déjà une habitude, des habitudes de consommation avec pas mal de consommation sur la journée. On a regardé ensemble ce qu'on pouvait remettre sur la journée en complément pour pouvoir vraiment profiter de la production des panneaux solaires. On a obtenu cette courbe-ci sur une journée typique. Et si on met en parallèle une production de 3 kW, on voit que ça épouse quasiment parfaitement la consommation sur la journée. Bien entendu, en hiver, la courbe bleue sera un peu plus basse et en été un peu plus haute. C'est pour ça qu'en été, on aura du surplus. En hiver, il y aura besoin potentiellement d'un complément du réseau. Néanmoins, les économies réalisées là vont être très importantes. Si on regarde les résultats, alors, taux d'autoconsommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la part de l'énergie des panneaux qui a été consommée par la personne, sachant que le reste est parti en surplus. On est à 63%, ce qui est un assez bon résultat. Généralement, on est entre 50 et 80% de consommation par rapport à ce qu'on a produit avec nos panneaux solaires, le reste partant en surplus. Le deuxième pourcentage qu'on a, l'autoproduction, c'est d'autonomie, c'est-à-dire que cette personne, elle est autonome à 48% en moyenne sur l'année. Forcément, ce pourcentage est plus important en été qu'en hiver. Le reste, donc, vient du réseau en complément. Ça fait des économies sur 30 ans. Alors, pourquoi 30 ans? Tout à l'heure, je vous disais qu'une installation durait 40 ans. On a fait le choix de mettre des tableaux d'amortissement et tableaux de rentabilité sur 30 ans parce que c'était déjà une période assez longue et qu'il fallait à un moment trouver une fin. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'au bout de 30 ans, l'installation s'arrête. Encore une fois, elle continue. Le rendement aura un petit peu diminué. Ça, on prend en compte dans nos simulations. Mais voilà pourquoi vous avez 30 ans sur ces résultats. Donc, on est à près de 17 300 € d'économie sur 30 ans, ce qui est conséquent parce que quand on regarde par la suite l'investissement, donc le prix, il était de 6 600 €. Et si on déduit les aides de ce prix, on retombe à 2 760 €. Pour rappel, les aides, ça va être à la fois la prime à l'autoconsommation, donc c'est 1 140 € pour 3 kg, et la vente de surplus qui, pour cette personne sur 30 ans, représentait 2 700 €. Donc voilà, un cas où l'installation de panneaux solaires est extrêmement intéressante pour la personne. Alors, avant de répondre d'aborder la dernière question, pardon, je vois qu'il y a de nouvelles questions. Alors, quel montant faut-il prévoir durant cette durée pour changement de pièces et d'usure? Alors, si vous avez un onduleur de chaîne, ce qu'on ne va probablement pas forcément vous proposer chez Sometrust, parce que je vous disais, on fonctionne quasi exclusivement avec des micro-onduleurs. Si vous avez un onduleur de chaîne, il faut prévoir celui-là de le changer pendant tous les 10 ans. Si vous avez des micro-onduleurs, il n'y a pas de changement à prévoir. Les panneaux solaires ont une durée de vie de 40 ans, les micro-onduleurs, pareil. Et c'est la seule pièce d'usure qu'il y a, c'est l'onduleur. Et les micro-onduleurs ont apporté une solution justement à cette problématique avec une durée de vie beaucoup plus longue. Donc, pas de changement à prévoir sur les 30 ans de fonctionnement. Et donc, on aborde la dernière question qui était quel futur pour l'autonomie? Et justement, est-ce qu'un jour, on pourrait être totalement autonome avec une installation de panneaux solaires? Alors, première chose à prendre en compte là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, les batteries qui sont disponibles, elles amènent en général maximum 10% d'autonomie en plus. Si je reprends l'exemple précédent où la personne était autonome à 48%, avec des batteries, on arriverait à la faire monter à maximum 58%.
C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que pour en arriver là, il va falloir débourser des sommes très importantes. Les batteries sont extrêmement chères aujourd'hui. Leur durée de vie est en plus limitée. Donc c'est vrai que c'est pour répondre, pour revenir sur la question de l'usure, c'est vrai que si on a un système avec batterie, il faut aussi prévoir de changer les batteries. C'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose qu'on recommande. Donc durée de vie limitée, c'est pas facile de dimensionner un parc de batterie a priori, c'est-à-dire avant même que vous ayez l'installation. Donc c'est pas mal d'avoir un peu de recul sur votre manière de consommer l'énergie des panneaux solaires pour savoir quelle serait la batterie adaptée. Et enfin, dernière chose, c'est que les technologies qui sont aujourd'hui proposées pour les batteries sont des technologies qui ne permettent pas un recyclage efficace, contrairement à l'installation de panneaux solaires, parce que les panneaux solaires sont recyclables à 95%. C'est d'ailleurs fait dans le sud de la France, à Rousset exactement. Autre problématique, enfin pas plutôt problématique, mais plutôt bonne nouvelle, c'est que les batteries photovoltaïques vont avoir un prix qui va diminuer dans les années à venir. C'est prévu que le prix soit divisé par 3 sur les prochaines années. Du coup, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas forcément installer de batterie de suite, de prendre l'habitude d'avoir votre installation de panneaux solaires, d'avoir un peu de données sur comment vous consommez cette énergie et d'installer par la suite des batteries, en plus en profitant d'une baisse de prix importante. Dernier point là-dessus, sur le stockage, petit aparté sur le stockage virtuel, qui est une méthode nouvelle et un petit peu différente de ce que je vous ai présenté jusque-là. Alors, pour expliquer en quoi ça consiste, c'est une installation qui, techniquement, est exactement la même qu'une installation en autoconsommation avec vente du surplus. Sauf qu'au lieu de vendre votre surplus sur le réseau, quand l'électron va aller sur le réseau, il va être comptabilisé par votre fournisseur d'énergie. Et quand il va revenir chez vous, pardon, il ne vous sera pas facturé par votre fournisseur d'énergie. C'est pour ça qu'on appelle ça du stockage virtuel. C'est-à-dire que vous n'avez pas de batterie, vous stockez sur le réseau et ça revient chez vous. Dans l'idée, c'est pas mal. Dans les faits, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte qui font que financièrement, ce n'est pas forcément la meilleure des opérations. La première chose, c'est que le surplus stocké, il n'est pas gratuit. En fait, quand vous avez des kilowattheures qui partent sur le réseau, quand ils reviennent chez vous, vous payez quand même les taxes et acheminement de ces kilowattheures. C'est à peu près la moitié du prix d'un kilowattheure. Donc en fait, au lieu d'économiser 1 kWh, vous avez mis remis sur le réseau, vous économisez un demi. Donc là déjà, ça perd un peu de son intérêt. Deuxième chose, vous n'avez pas droit aux aides de l'État, donc ni la prime ni la vente de surplus. Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, ça représente des sommes assez importantes et donc l'investissement n'est plus le même. En plus de ça, vous allez devoir payer un abonnement. Je ne l'ai pas rajouté, mais vous allez devoir payer un abonnement pour pouvoir bénéficier de ce service. Généralement, c'est des coûts à un peu moins de 100 € à l'année, mais bon, mis bout à bout, ça fait beaucoup. La capacité de stockage, elle est rarement illimitée. Vous allez devoir choisir une capacité maximum de stockage. Et enfin, vous êtes dans l'obligation de changer de fournisseur d'énergie pour le fournisseur d'énergie qui vous propose ce service. Alors que si vous êtes en autoconsommation avec vente de surplus, vous pouvez être sur le fournisseur d'énergie que vous voulez. Voilà, donc stockage virtuel, je pense que ça peut être intéressant pour des installations qui ne seraient pas éligibles aux aides de l'État. Là, il y a un intérêt certain de pouvoir les stocker virtuellement plutôt que de le perdre. En revanche, quand vous avez le choix et que vous faites des installations en toiture et que vous pouvez bénéficier des aides de l'État et de la vente du surplus, on vous conseille plutôt ce choix-là. Et ben voilà, c'est la conclusion que je vous ai déjà énoncée. On vous conseille plutôt de profiter des aides dans un premier temps avant d'ajouter des batteries parce que le prix va baisser et parce que c'est bien d'avoir du recul sur votre installation pour faire un dimensionnement qui soit parfait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de répondre à toutes les questions au fur et à mesure, mais si jamais vous en avez de nouvelles, n'hésitez pas à les poser à l'instant. Je vous remercie. Si c'était clair, c'était le but. Donc pour la suite, n'hésitez surtout pas à faire appel à nos services. On sera ravis de pouvoir vous faire des études qui soient cette fois personnalisées et moins généralistes que la présentation que je viens de vous faire. Là, le but, c'était vraiment de vous donner les éléments importants. Après, on étudie votre projet de manière personnalisée et puis on vous fera un chiffrage. Eh bien, merci beaucoup. Le coût moyen d'une installation de 3 kW, alors c'est ce que je mettais sur la carte précédemment. Je peux peut-être même vous la remettre. C'est maximum 8 000 €.
pour une installation, encore une fois, sur une maison de plein pied, en tuiles et avec une installation électrique monophasée. C'est les 3 éléments qui peuvent faire varier le prix d'une installation de panneaux solaires. 3 principaux, il va y avoir aussi par exemple la pente du toit. Non, les aides ne sont pas déduites, hein. Ça, c'est vraiment le chiffrage que nous, on va vous proposer. Et après viendront à la fois la prime et la vente de surplus une fois par an, sachant que la prime à l'autoconsommation n'est pas versée en une fois, elle est versée sur 5 ans. Donc, par exemple, le 1140 € pour 3 kW, ça ne sera pas versé en une fois, mais il sera versé divisé par 5 et versé une fois par an pendant 5 ans. Donc ça, on va le faire apparaître dans les études. Dans les économies que vous allez avoir année par année, sur les 5 premières, il y aura la prime à l'autoconsommation. Néanmoins, les prix que je vous présente sont sans être déduites. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous pour vos participations, pour vos questions aussi, qui m'ont permis d'être beaucoup plus précis dans ce que je vous ai apporté. Et puis, j'espère qu'on pourra vous aiguiller pour la suite et que vous aurez très bientôt des panneaux sur votre toiture. Merci à vous, passez un bon vendredi et puis un excellent week-end ensuite. Ah, je vois qu'il y a une dernière question. Quelle marque de panneau? Alors, c'est un peu comme sur les installateurs. On va être très drastique dans la sélection des panneaux qu'on va utiliser. On va se baser sur 2 critères. Le premier, ça va être la performance des panneaux. Donc, il y a des études il y a des études indépendantes qui sont réalisées sur la performance des panneaux dans des conditions de laboratoire pour voir les meilleurs panneaux in fine. Deuxième chose, ça va être la santé financière des fabricants pour que vous puissiez faire marcher les garanties si jamais un jour vous en aviez besoin. Et en fait, ces 2 critères-là font un peu comme pour les installateurs qu'on ne retient que très peu de marques dans notre offre. Je vois que Florian vous a mis le lien. Pour vous donner que quelques exemples de marques qu'on utilise le plus souvent, ça va être la marque Q16, la marque Trina Solar, la marque SunPower, par exemple. C'est les 3 qui me viennent, qui sont les principales qu'on va utiliser. Il y en a quelques autres, mais voilà, elles répondent en tout cas toutes les deux à ces critères-là, à savoir des très bonnes performances, mais aussi une bonne santé financière des fabricants. Merci à vous et passez une très bonne journée.